ゾロ、サンジ。俺の勝ちだ。悪魔の足、ディアブルジャンブ。お前の負けだ。Alors la team, c'est Simou, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, et bienvenue pour la review du chapitre 1023 de One Piece. Un chapitre excellent en tout point, qui vient nous raconter énormément de choses, qui vient également teaser d'autres événements qui vont arriver par la suite. Franchement, c'était un chapitre que l'on aimerait voir chaque semaine. Un chapitre qui non seulement est excellent, mais qui annonce surtout que la suite va être explosive. Je vous l'annonce, hein. Le chapitre 1023, en comparaison de ceux qui vont arriver, ça va être rien du tout. Là, ce n'était qu'une mise en bouche, et on peut le dire, Oda nous a régalé. Bref, avant de commencer cette review, je vous invite, comme d'habitude, à prendre le pouce bleu, à lui mettre des petits coups, un droite-gauche, ça lui fait du bien. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas également à rejoindre l'équipage si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et maintenant que tout est dit, on est parti. Le chapitre commence avec les réactions de King et Queen aux attaques simultanées de Zoro et Sanji. Et bien entendu, comme on s'y attendait, ça leur a causé 0 dégâts. Et ça nous dit plusieurs choses. Tout d'abord que Zoro et Sanji vont devoir se surpasser pour les battre, mais aussi que ce sont des adversaires qui sont à leur taille. Et ça va être un bon challenge pour voir de nouvelles techniques, de nouveaux moments forts, et je peux vous le dire, ce combat contre les calamités, préparez les popcorn parce qu'il va être incroyable. Un combat tellement incroyable que même Yogoro a dit aux samouraïs de les laisser faire, parce que là, ils ont le regard qui dit « Laissez-nous gérer, on va faire le taf ». Et j'ai envie de vous dire « Let's go les amis ». Let's go pour l'un des combats qui risque d'être le plus impressionnant. Avec bien entendu le final Luffy Kaido. À part ça, nous en apprenons beaucoup plus sur la race de King. Et ça, je peux vous le dire, je suis pas peu fier d'avoir un petit peu amorcé l'idée de cette race. Donc une race qui se prénomme les Lunaria, donc les êtres de la lune. Et si vous vous rappelez bien, j'avais dit qu'ils pourraient probablement venir de Skypiea, puis ils se sont installés ensuite sur Redline, et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça, et vraiment le design de King me fait vraiment penser à des anges maudits, déchus, qui sont juste tombés du ciel, et qui en plus d'être tombés du ciel, ont atterri sur Redline, et puis ont atterri sur le sol parce que les dragons célestes ont pris leur place. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que auparavant, lorsqu'il n'y avait pas les dragons célestes, on nommait cet endroit sur Redline le pays des dieux. Cela voudrait dire que King est probablement un dieu. Alors, quel dieu? Bien sûr, on pourrait peut-être dire que c'était le dieu de la guerre, ou quelque chose dans ce style. Mais pour moi, ça va un peu plus loin, parce que, comme je vous le dis, j'ai l'impression que ce peuple des Lunaria est un peu maudit. Cela voudrait donc dire que peut-être nous avons là un peuple qui se considérait supérieur aux Skypiéens, et qui en se considérant supérieur se sont fait chasser. D'autant plus qu'en me baladant un petit peu sur le net et en voyant un petit peu ce que les gens disaient sur ce chapitre, j'ai trouvé une information très intéressante qui dit que King portait ce que l'on appelle une médaille de Judas. Judas qui, je vous rappelle, a trahi Jésus. Cela voudrait donc peut-être dire que le peuple de King a bel et bien trahi les habitants des îles Célestes, et les habitants des îles Célestes les ont donc bannis à vie des îles. Et pour moi, cela fait totalement sens. On peut prendre les ailes noires de King, le fait qu'ils habitaient autrefois sur Redline et non sur le sol, et aussi le fait qu'ils se sont fait chasser une nouvelle fois alors que leur pays était considéré comme le pays des dieux. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis totalement hypé quand Oda nous met des informations sur le lore de son univers. Que là, on va pas se mentir, ce peuple des Lunaria, vu comment Oda dose les informations qu'il donne à ce propos, cela signifie qu'il est intimement lié au secret des dits, mais aussi au secret du siècle oublié. Bref, je m'arrête là sur ce peuple des Lunaria tout simplement parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai besoin encore de peaufiner toutes mes pensées à ce propos et je ferai sûrement une vidéo de théorie dessus. Sinon, c'est toujours un plaisir de retrouver l'alchimie Zoro-Sanji. On peut le dire, c'est le duo de la décennie. Trouvez-moi un duo plus iconique que celui de Sanji et Luffy. Bon, vous me direz, il y a Killua et Gon, mais Zoro et Sanji, c'est quelque chose que on connaît depuis très longtemps. Un duo sucré-salé, un duo
qui aiment se clasher. Et ces petits clashs, ces petites interventions de l'un et de l'autre qui font tout le charme de ce duo incroyable. D'un côté, nous avons un Zoro qui vient parer le coup de King pour protéger Sanji, et juste après, c'est Queen qui essaye d'attaquer Zoro, et Sanji qui est là pour assurer ses arrières. Et autant vous dire, ça fait du bien de voir des pages comme ça. Parce que, on va pas se mentir, avec tous les débats, est-ce que Sanji est plus fort ou moins fort que Zoro? Non, Zoro le boit tous les jours, matin, midi, soir. Les gars, on n'en a rien à battre. Savourez les pages qu'on vous montre. Savourez ces moments de complicité entre deux membres d'équipage qui font semblant de se rentrer dedans, mais qui au fond ont un profond respect l'un pour l'autre. Bravo! Parenthèse terminée, on va maintenant parler d'un point très intéressant qui est relatif à Sanji. Sanji serait-il, tout compte fait, un cyborg, ou plutôt un homme amélioré? C'est là la grande question de ce chapitre. Honnêtement, je suis totalement hype parce que ça remet en condition tout ce qu'on pensait sur Sanji. Sanji l'humain, Sanji le plus humain de ses frères, serait peut-être en train de développer des capacités surnaturelles. C'est-à-dire des capacités que Judge lui avait implantées tout petit mais qui n'avaient pas fonctionné sur lui. Et ce qui nous fait dire ça, c'est tout simplement Queen qui dit que « Oh, Sanji, ton père, c'est un taré. T'es capable de créer des flammes grâce à lui. » Sanji dit « Non, c'est grâce à ma passion flambante que je suis capable de créer des flammes. » Et là, nous avons une intervention de Queen très intéressante qui dit « Mais t'es pas un Lunaria, tu te fous de ma gueule. Tu peux pas créer des flammes comme ça. » Alors, il y a deux cas de figure. Soit Sanji est un Lunaria, et dans ce cas-là, il aurait cette faculté naturelle. Soit, deuxième point, qui est pour moi le plus logique, Judge a réussi à capter les gènes d'un Lunaria et les a implantés dans Sanji. Bien sûr, ce potentiel power-up sur Sanji, il ne vient pas comme un cheveu dans la soupe, puisqu'il est relié au fait que Sanji a mis son Red Suit. Alors pourquoi pas, parce que ce serait très intéressant en fait de voir que le Red Suit a pu activer des cellules de son corps qui abritaient un potentiel immense. Et on va pas se mentir, que Sanji soit humain ou alors un petit peu génétiquement modifié, pour ma part, ça ne change pas grand-chose. Tout simplement parce que pour moi, même si Sanji est légèrement amélioré, au fond, cela reste un humain, capable d'avoir des sentiments, de la compassion, de l'amitié, et je vais vous dire, c'est ça le plus important. Parce que je sais que beaucoup vont trouver ça bizarre que Oda est en train de nous amener sur la piste d'un homme amélioré, mais pour moi, c'est un peu logique. Je veux dire, Judge, c'est quand même un scientifique fou, et il pouvait pas avoir totalement raté Sanji, c'est impossible. En tout cas, je vous le dis une autre fois, ces combats contre les calamités risquent de nous révéler beaucoup de choses et d'être extrêmement intéressants. Tout simplement parce que dès l'introduction, on a des informations sur les origines de Zoro. Et honnêtement, là, je m'y attendais pas du tout. On savait qu'il était relié au Shimotsuki, mais pour moi, c'est définitivement acté. Zoro descend directement de Uchimaru Shimotsuki. On va pas se mentir, quand on voit le design de Ushimaru, on voit Zoro. Zoro avec des cheveux plus longs. Et Ushimaru qui descend bien évidemment du dieu des lames, Ryuma. Ryuma qui était également un samouraï borgne. Et là, on peut se le dire... Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup trop de points communs, beaucoup trop de clins d'œil pour que Zoro soit tout simplement un random. Et là, pour moi, je suis un petit peu déçu, mais pas tellement en fait. Parce que pour moi, Zoro, c'était la philosophie du travail. Moi, Zoro, je le comparais un peu à un Rock Lee dans sa manière d'être. C'est-à-dire que Zoro, c'est le seul dans l'équipage qui est constamment en train de s'entraîner. Je veux dire, le gars, il est toujours avec des haltères de 2000 kilos dans la bouche, des haltères dans les bras, constamment en train de s'entraîner. Pour moi, Zoro, c'est vraiment le combattant parfait. Il a une philosophie de vie. Quand il perd, pour lui, c'est un déshonneur complet. Il ne perdra plus jamais. Et surtout, c'est une hygiène de vie. Zoro, c'est le mec, il est constamment en train de dormir parce qu'il est constamment en train de s'entraîner. S'entraîner pour un jour espérer battre Mihawk, le meilleur épéiste du monde. Donc voilà, j'aime pas forcément cette notion d'élu que l'on retrouve déjà avec Luffy qui est Joy Boy. Là, voir Zoro comme la réincarnation de Ryuma, je trouve que ça fait un peu too much parce que ça rend l'équipage des Mugiwara comme l'équipage élu, celui qui a été choisi pour trouver le One Piece. Alors que de base, c'est un petit peu des amis qui se sont rencontrés comme ça. « Eh toi, tu veux rentrer dans mon équipage ?»« Non, j'ai pas envie. »« Allez, vas-y. »« Ok, j'arrive. » D'ailleurs, vous aussi rentrez dans mon équipage. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir.
Bref, ça fait tout de même plaisir d'en apprendre un peu plus sur le passé de Zoro. On verra par la suite si toutes les théories qui sont sur lui se confirment, mais c'est vraiment intéressant de le voir affronter King. King qui d'ailleurs n'a aucune pitié dans le combat. C'est-à-dire que le mec, il ne se définit même pas comme un épéiste alors qu'il a une épée. Et là, ça pourrait peut-être faire changer d'avis certains sur le débat Mihawk contre Shanks. Est-ce que Shanks se définit réellement comme un épéiste? Dans ce cas-là, pourquoi c'est pas lui le meilleur épéiste, etc. King, voilà, il se définit juste comme un combattant tortionnaire, un combattant qui est capable des pires bassesses. Et d'ailleurs, ce qui m'a assez surpris, je ne sais pas vous, c'est une ligne de dialogue de Zoro qui dit qu'il serait peut-être capable de déchiqueter la trachée de King avec les dents. Honnêtement, ce passage, je l'ai trouvé vraiment sauvage et c'est assez surprenant de retrouver ça dans One Piece. Donc, je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette phrase parce que voilà, Zoro, calme-toi quand même. On sait que t'es une bête sauvage, mais tranquille. Bref, ce chapitre de malade continue avec l'affrontement de Inuarashi contre Jack. Jack la sécheresse, Jack l'imbattable, hein, on va pas se mentir. Jack qui se fait taper, se relève, se fait taper, se relève. Mais cette fois-ci, on a peut-être le coup final qui va lui être porté, puisque Inuarashi nous montre une nouvelle fois sa forme Sulong. Sa forme qui est capable de mettre à mal n'importe qui. Sauf Kaido. Inuarashi qui est toujours fier et fidèle à ses valeurs, mourir coûte que coûte pour Oden. Lorsqu'il avait protégé Raizo, c'était pour une bonne raison. Il savait qu'il ne pourrait même pas se regarder en face s'il l'avait donné à l'ennemi. Quitte à mourir, quitte à laisser son pays en décombre, il se devait de respecter sa parole et de protéger coûte que coûte ses compagnons. En tout cas, Jack va probablement trouver sa mort dans ce combat, et j'ai envie de dire, il serait peut-être temps de le voir définitivement tomber. De l'autre côté, nous avons également Nekomamushi qui nous montre sa forme Sulong contre Perospero. Perospero qui, je peux vous le dire, va prendre extrêmement cher lui aussi, parce que ce tueur de Pedro doit payer son crime. Enfin, on termine ce chapitre avec le passage. The passage off le chapitre. Je veux bien entendu parler de Momonosuke sous la forme adulte. Et la ressemblance avec Kaido est troublante. Plus que troublante, elle est totalement identique. Je veux dire, vous enlevez les cornes à Kaido, on a exactement le même dragon. Et là, j'ai envie de dire, bravo Vegapunk pour les travaux. Parce que honnêtement, je comprends maintenant totalement la marine lorsqu'ils ont lâché les Shichibukai. Parce que si Vegapunk est capable de créer ce genre de masterclass qu'est Momonosuke, le monde peut craindre Vegapunk à 100%. D'un simple fragment du fruit du démon de Kaido, Vegapunk a été capable de créer un fruit artificiel du dragon qui ressemble à ça. Momonosuke, sous cette forme, il est parfait. C'est devenu un adulte de 28 ans. Et là où Oda est encore plus fort, c'est que sous cette apparence, Momonosuke, le gamin, celui qui se disait « Est-ce que un jour je ressemblerai à mon père ?» est son portrait craché. Bien sûr, il n'y a pas la puissance qui va avec, mais j'ai envie de vous dire, cela viendra avec le temps. Et la réaction de Shinobu en le voyant, franchement, ça fait un petit pincement au cœur. On se dit, waouh, Oden continue de vivre en fait. Mais cette fois-ci, via Momonosuke. Et surtout, Luffy. Luffy qui est plus déterminé que jamais. On y va Momo, allons reprendre Wano. Maintenant c'est acté, dans le prochain chapitre, Momo va s'élever face à un Kaido, et sa réaction sera juste de la stupeur. Et je dirais même de la peur lorsqu'il verra que Momonosuke est le portrait craché de Oden. Il verra face à lui le fantôme de son passé, accompagné de l'élu Joy Boy. Et rien que vous en parler, j'ai des frissons. Donc on va s'arrêter là, et je vous dis à bientôt les amis pour de nouvelles vidéos. Ciao!